Je vous remercie. Comme habituellement, je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance. En l'occurrence, je vous propose Alice Bardet. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Eh bien, Alice, je t'invite à nous rejoindre. Alors, point numéro 1, donc approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2023. Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui, Monsieur Croquet. Bonjour. Oui, alors moi, page 9, sur ma deuxième paragraphe, il y a Monsieur Croquet n'interdit en aucun cas à toute personne de postuler, mais précise que la cotation bonus n'est pas adaptée par rapport à des travailleurs ou personnes âgées. J'aimerais bien qu'on rajoute qui, eux, ont moins de points de cotation. C'est noté. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ce procès-verbal? Je vous propose de procéder à son adoption en prenant en compte les commentaires de Monsieur Croquet. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 2, donc compte rendu des décisions prises sur le fondement de la délégation permanente. Vous avez le document en lecture. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des remarques contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 3. Animation de la vie locale, subvention exceptionnelle pour l'association Twirling Club Savinien, Monsieur Henquin. Eh bien, il y a un petit couac sur mon document. Mes chers collègues, l'association amicale des tireurs de Sainte-Savine a fait parvenir en date du 15 octobre 2023 une demande de subvention exceptionnelle de 1 500 € pour la réalisation de travaux d'amélioration acoustique du stand du 25 mètres. Après étude de la demande, la commission culture association propose d'octroyer une aide financière correspondant à 50% des frais correspondant à ces travaux, dans la limite de 1 500 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 50% des dépenses dans la limite de 1 500 € à l'association amicale des tireurs de Sainte-Savine pour la réalisation de travaux d'amélioration acoustique du stand du 25 mètres. D'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. De remarques sur ce rapport? On note juste la présence de Madame Omis. Il est 19h07. Monsieur Moser. C'est en liaison avec c'est pour le stand de tir, c'est pour la subvention, il n'y a pas de problème. J'ai découvert donc hier dans le journal le grand article d'une page sur le nouveau stand de tir de la Chevelle Saint-Luc. J'avoue que j'ai été étonné. J'avoue que ça pose question quand même, parce qu'il va y avoir là un stand de tir moderne, etc., qui est subventionné à 80%. Alors que j'avais cru comprendre qu'il y avait un petit peu d'espoir que Sainte-Savine puisse, compte tenu de l'effectif des tireurs à Sainte-Savine et notamment des tireurs de haut niveau qui n'existent pas forcément ailleurs, puisse, je dirais, s'inscrire dans les Jeux 2024. Je crois que c'était ça le plan. Et puis je vois que finalement, Sainte-Savine a été à côté de cette possibilité. Par une ville voisine et amie. Je crains, je voulais vous faire part de mon étonnement et de ma crainte que le club de tir de Sainte-Savine puisse finalement être entamé, perdre certains de ses membres pour aller dans cette réalisation quand elle sera faite. Et voilà, donc je vais juste vous faire part de ça. Oui. On a eu une discussion justement avec l'élu au sport à la Chapelle Saint-Luc, avec Monsieur Champagne, qui a fait une rencontre avec le club de tir, et le club de tir de Sainte-Savine, de toute manière, veut rester à Sainte-Savine. Et les tireurs veulent rester à Sainte-Savine.
Donc il n'y a pas de départ ni de... Oui, mais bon, on sait que c'est aléatoire tout ça. On sait on sait pas ce qui peut se passer dans un club, hein, de toute façon. Et bon, il n'y a plus le président a changé. Justement, ça a été fait avec le nouveau président, non, la rencontre. Voilà, donc je voulais quand même vous faire part Ah oui. plus de mon étonnement que de mes craintes, mais de mon étonnement. Alors après, pour ceux qui ont déjà visité les stands de tir, hein, sur le stand de tir de la Chapelle Saint-Luc est vraiment un très gros stand de tir. Après, la difficulté étant, c'est que voilà, il y a des associations qui peuvent être porteuses sur un territoire, mais pas forcément l'équipement, et d'autres territoires où on a peut-être l'équipement, mais pas forcément les associations porteuses. Bon, après, c'est tout à l'honneur aussi de la Chapelle Saint-Luc sur cette rénovation, sachant qu'ils avaient quand même, ils partaient d'un équipement qui était quand même avec un foncier aussi de disponible aux alentours et un bâti qui était quand même très, très intéressant. Ça ne veut pas pour autant dire que nous, on ne continuera pas à faire de travaux sur le stand de tir, mais se posera peut-être la question un jour, voilà. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Je voulais dire en plus, le stand de tir de Sainte-Savine n'est pas abandonné parce que vous avez des projets de travaux qui vont être accompagnés. Et, il était aussi très vétuste quand même, hein. Donc je pense aussi que la capacité à la Chapelle Saint-Luc a été évaluée au plus rapide, aussi dans le cadre des JO, parce que Sainte-Savine, il y avait vraiment d'énormes travaux à entreprendre. Je pense que c'était plus facile de refaire, et même moi je le dis, de refaire une partie du stand de tir de la Chapelle Saint-Luc que celui de Sainte-Savine, au niveau coût travaux. Et rapidité aussi également. D'autres remarques sur ce rapport? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, subvention exceptionnelle pour l'association Twirling Club Savinien, Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, l'association Twirling Club Savinien a fait parvenir en date du 20 septembre 2023 une demande de subvention exceptionnelle de 2 500 € portant sur la formation de ses encadrants et l'organisation de stages de montage chorégraphique et de perfectionnement en présence d'un juge national. Après étude de la demande, la commission culture association propose d'octroyer une aide financière de 2 000 € pour l'organisation de ces actions. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Twirling Club Savinien pour la formation de ses encadrants et l'organisation de stages de montage chorégraphique et de perfectionnement en présence d'un juge national, et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, subvention exceptionnelle pour l'association Team Cycliste Savinien, Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, l'association Team Cycliste Savinien a fait parvenir en date du 12 octobre 2023 une demande de subvention exceptionnelle de 4 000 € pour l'organisation de la 4e manche de la Coupe du Monde UCI de cyclocross, qui se déroule ce week-end au complexe Henri Terré de Troyes. Donc après étude de la demande, la commission culture association propose d'octroyer une aide financière de 3 000 € pour l'organisation de la 4e manche de la Coupe du Monde UCI du cyclocross. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association Team Cycliste Savinien pour l'organisation de la 4e manche de la Coupe du Monde UCI de cyclocross et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Donc, très belle manifestation qui aura lieu au complexe Henri Terré de Troyes, mais sur la commune de Rosières, et organisée par un club de Sainte-Savine. Une belle coopération intercommunale. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, affiliation à la Ligue de l'enseignement de l'Aube, Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la Ligue de l'enseignement de l'Aube rassemble des associations engagées pour une société plus solidaire, juste et démocratique. Par le biais d'outils d'éducation populaire et d'une expertise du champ associatif, la Fédération de l'Aube organise les mutualisations et mène des actions dans le champ
dans les champs du sport, du lien social, de l'éducation, de la culture, de l'engagement, de la formation ou encore des vacances et des loisirs éducatifs. Les collectivités peuvent être affiliées à la Ligue de l'enseignement, ce qui leur permet de bénéficier de services d'outils pédagogiques et de réseaux pouvant appuyer leur action dans des domaines variés. Pour bénéficier de ces services, le montant de l'affiliation de la commune est de 71,50 € pour l'année 2023-2024. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'affiliation de la ville à la Ligue de l'enseignement de l'Aube pour l'année 2023-2024, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 7, subvention exceptionnelle, subvention pour le voyage en Allemagne du collège Paul Langevin. Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, Madame Touvenot, professeure d'allemand au collège Paul Langevin, souhaite proposer à ses élèves de 5e, 4e et 3e, ce qui fait 39 élèves, un voyage de 5 jours et 4 nuits en Allemagne en février 2024. Une étape est prévue à Reichenbach, an der Fies, ville jumelée à Sainte-Savine. Le programme du séjour prévoit des visites culturelles et touristiques. L'association du jumelage s'est engagée à contribuer à hauteur de 50 € par élève, soit 1 950 € sur ses fonds propres, et à mettre en contact Madame Touvenot avec la mairie de Reichenbach pour organiser leur venue. Le coût global pour un élève s'élèverait à 472 € tout compris. 21 élèves saviniens sont concernés et pourraient bénéficier de ce voyage. Il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle en complément du soutien du comité de jumelage à hauteur de 50 € par élève, soit 1 050 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 050 € à l'association du jumelage pour le soutien au financement du voyage en Allemagne des enfants saviniens, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport, Monsieur Moser. Oui, donc, la première chose, c'est bien que des collégiens de Sainte-Savine puissent aller en Allemagne et puissent aller entendre, sinon parler, la langue du lieu. Ce qui est dommage, il faut savoir quand même qu'habituellement, lorsqu'il y a un jumelage s'établit au niveau scolaire, parce que là, il s'agit bien d'un jumelage au niveau scolaire, il y a une réciprocité avec un établissement de même niveau allemand. Et je ne suis pas sûr, je crois qu'à Reichenbach, il n'y a pas de collège avec suffisamment d'élèves qui font du français niveau collège, gymnasium, pour que s'établisse un échange scolaire qui donne une dimension plus éducative en même temps à ce genre de procédure. Donc je vais vous dire ça. Je suppose que les élèves seront reçus dans les familles qui reçoivent aussi éventuellement des correspondants. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ça? Parce que apparemment, je dis des choses qui ne seraient pas justes. Alors, en fait, c'est donc la professeure d'allemand du collège qui, à son initiative, a décidé d'organiser un voyage. Alors, pas sur la question du jumelage de communes en tant que tel. Pour autant, en fait, les élèves vont être amenés en fait, à être reçus par la commune de Reichenbach an der Fies. Et donc, ils ne seront pas logés forcément ils ne seront pas logés dans des familles. Ça sera sur un hébergement autre et ce n'est pas dans un cadre de jumelage d'établissement. C'est vraiment un voyage scolaire. Alors après, effectivement... C'est ce que je déplore un peu, mais ce n'est pas de notre faute. On pourrait espérer, mais en l'occurrence, là, ce n'est pas possible. Après, ce qui est à saluer, c'est quand même l'initiative de l'enseignant, parce que c'est vrai que c'est aussi une logistique un petit peu particulière. L'association de jumelage s'est mobilisée donc, pour participer et contribuer. Donc, c'est aussi le lien avec la question du jumelage, pour contribuer au financement du voyage. Donc, pour tous les élèves qui partiraient, nous, collectivités, contribution complémentaire pour les Saviniens. Et puis, ce qui avait été évoqué, c'est de pouvoir accompagner les familles qui seraient en difficulté par le biais du CCAS. Voilà. Et puis, je pense ils organiseront un certain nombre d'actions et autres pour avoir des financements complémentaires et pour avoir un reste à charge le plus faible possible pour les familles. Il y a 2 interventions.
Ouais. Ouais, c'est très Valérie. court, c'est juste que du coup le collège, pour solliciter des fonds, donc ils ont ouvert une cagnotte. Donc si quelqu'un veut participer, vous pouvez aller voir sur le site, ils l'ont ouverte hier ou avant-hier. On diffusera le lien. Anne-Marie? Oui, j'avais été sollicitée au titre du département, mais j'avais répondu malheureusement qu'on ne le faisait pas. Par contre, c'est vrai que si c'était des classes de collège qui correspondent entre eux d'une ville jumelle à une autre ville jumelle, l'Europe verse des fonds. Et bon, il faut monter le dossier très en amont, mais c'est très intéressant. Donc il faudrait quand même l'expliquer au collège, parce que ça fonctionne bien, et c'est des fonds auxquels on ne fait pas appel. On transmettra l'information aux enseignants. Voilà, Monsieur Croquet. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, cette classe. Est-ce que vous connaissez le programme? Est-ce qu'ils vont aller visiter ou pas, là-bas? Non? Alors là, de tête, je peux pas vous répondre, je l'ai pas en tête. Il y a un programme qui a été défini par les enseignants. On pourra vous le communiquer aux membres du conseil sur le programme qui est envisagé par l'enseignant. D'autres remarques sur ce rapport? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant. Donc, médiathèque, convention de mise à disposition du logiciel SIGB au réseau de TCM. Monsieur Stauder. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la médiathèque 3 Champagne Métropole est un équipement culturel d'intérêt communautaire en réseau destiné à l'ensemble de la population de la communauté d'agglomération. La médiathèque de la ville de Sainte-Savine a intégré ce réseau. L'objectif du réseau est d'offrir au public un large accès et facile aux ressources documentaires disponibles sur le territoire de 3 Champagne Métropole. La présente convention a pour objet la mise à disposition d'un système intégré de gestion de médiathèque permettant de gérer les collections et les comptes emprunteurs des usagers de l'ensemble des médiathèques du réseau de 3 Champagne Métropole via le logiciel de Mobidoc. En fait, il s'agit d'un renouvellement de convention qui arrive à terme en fin d'année, avec quelques petites modifications, mais très, très succinctes. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et toutes pièces utiles. Merci Jean-Christophe. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant. Convention de renouvellement d'adhésion au réseau de 3 Champagne Métropole pour les médiathèques. Et toujours Monsieur Stauder. Merci Monsieur le maire. Donc, la médiathèque de 3 Champagne Métropole, c'est un équipement culturel, comme vous le savez, d'intérêt communautaire. Et nous avons une convention qui nous lie avec 3 Champagne Métropole et qui lie les communes ayant choisi d'intégrer le réseau des bibliothèques. Alors, cela arrive à échéance le 31 décembre 2023. Donc, il convient de renouveler cette convention pour une durée d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2024. C'est tout simplement la convention qui nous lie au réseau des médiathèques et qui nous rassemble en tant que commune adhérente. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le renouvellement de cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et toutes pièces utiles. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Oui, Monsieur Dulst. Est-ce qu'il y a des démarches qui vont au-delà de ces conventions de partage, par exemple, de personnel sur l'ensemble de l'agglomération, des choses qui sont développées, qui pourraient se développer de manière plus active? Parce que c'est vrai que ces dossiers-là, ils sont renouvelés régulièrement, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait d'impulsion réelle sur le partage plus global des outils. Alors, Monsieur Dulce, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, de sensible, effectivement. Il est clair que le réseau des médiathèques, j'ai envie de dire, n'a que le nom de réseau, parce qu'en termes de réalisation concrète, en fait, et d'efficacité, et de réalisation en tant que réseau, en fait, il n'y a pas grand-chose qui est à l'œuvre, si ce n'est ce fonctionnement, on va dire, technique, administratif. Et il est vrai que, par exemple, alors le réseau permet d'offrir aux communes adhérentes de participer au mois des tout-petits avec l'achat de spectacles qui sont donnés dans les communes. Voilà. Mais alors, en dehors de cela, qui a lieu une fois dans l'année, c'est un peu peau de chagrin, c'est vrai. Madame Omis. Et du coup, il n'y aurait pas quelque chose à impulser par rapport à ça? À impulser?
Alors, Il y a des projets où je réagis du coup à votre propos. Vous faites bien. Alors effectivement, c'est une réflexion qu'on avait entamée avec l'ancienne directrice de la médiathèque de Sainte-Savine, mais qui va nous amener à aller au niveau de TCM pour pouvoir impulser quelque chose, ou alors en tout cas aller au sein de TCM pour impulser cette dynamique en lien avec d'autres communes. Donc effectivement, l'idée ça va être aussi de pouvoir porter cette dynamique-là avec d'autres communes qui auraient envie, et je pense que d'autres communes auraient envie de faire, peut-être dépoussiérer ce réseau. Oui, Monsieur Dulst. Toute petite remarque, on pourrait imaginer des formations simplement autour des personnels, de proposer des formations pour que les personnels soient plus réactifs ou enfin plus à la portée du public, ou enfin je sais pas, mais il y a certainement des tas de choses à inventer autour de ce réseau-là, s'il existe réellement. Oui, effectivement. Alors ça, c'est sur le versant du RH au niveau du personnel. On peut imaginer beaucoup de coopération. Et c'est vrai que... Alors, sur les projets à développer à cette échelle-là, il est vrai qu'on n'a pas planché spécialement sur ces questions-là. Ça nécessite il y a beaucoup à faire, c'est vrai. Il est vrai que là, on est plutôt concentré sur... le développement de la médiathèque actuelle, le projet futur de la médiathèque. Mais la question du réseau va se poser. Et je note bien vos interrogations. Et il est vrai que ça fera partie aussi des travaux qu'on pourra mettre en œuvre à l'échelle de la commune et de l'agglomération. D'autres remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 10, SDEA fonds de concours avec le renouvellement du réseau souterrain d'éclairage public, et c'était Madame Thiédrez. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, il y a lieu de prévoir le renouvellement du réseau souterrain d'éclairage public entre le camp des Labres E941 et E942 rue Demeure du Parc. La ville adhère au syndicat départemental d'énergie de l'Aube. Elle lui a transféré la compétence relative à la maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public, de signalisation lumineuse et de mise en lumière au moment de son adhésion au syndicat. La maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public, de signalisation lumineuse et de mise en lumière par délibération du conseil municipal en date du 23 février 2007. Les travaux précités incombent donc au SDEA. Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 1 714,29 € et la contribution de la ville serait égale à 70% de cette dépense, soit 1 200 €. Afin de réaliser ces travaux au fonds de concours, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de demander au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire, d'engager à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte définitif dans les conditions de délibération numéro 9 du 6 décembre 2022, numéro 15 du 10 décembre 2021 et numéro 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 1 200 €. D'engager à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires, de demander au SDEA de désigner, s'il y a lieu, le coordinateur pour l'hygiène et la sécurité du chantier, celle-ci étant rémunérée par le SDEA pour cette mission. De préciser que les installations d'éclairage public précitées, propriété de la ville, seront mises à disposition du SDEA en application de l'article L. 1321.1 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire vous propose d'attribuer un fonds de concours au syndicat départemental d'énergie de l'Aube pour financer l'opération suivante. Je passe le tableau. Monsieur le maire propose d'amortir ce fonds de concours sur 15 ans à compter du 1er janvier 2024. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Non, vous ne votez pas contre, hein, monsieur Moser? Non, je vous ai vu.
Bon. Donc pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. À titre d'information, donc les rapports numéros 11 et 12 sont retirés de l'ordre du jour et viendront dans le prochain conseil municipal avec une actualisation. Donc je vous propose de passer au point numéro 13, donc projet de requalification des équipements publics d'Évienne, et donc c'est Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, un travail a été engagé en présence des services de l'État, du SCOT des territoires de l'Aube et de Trois-Champagne Métropole, ayant permis d'aboutir à l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable qui a été débattu par l'Assemblée délibérante lors de sa séance du 10 juillet 2023 dans le cadre de la révision générale de son plan local d'urbanisme. Les objectifs définis sont: axe A, définir les conditions d'évolution de l'espace urbain permettant d'améliorer le cadre de vie. Axe B, maîtriser le développement futur du territoire en extension de l'urbanisation. Le projet communal vise à préparer les conditions pour de nouvelles opérations de mixité urbaine dans le cadre du renouvellement de ces espaces particuliers et de la ville en elle-même. Mais aussi vise à permettre la rénovation de la mutation des équipements publics. La commune dispose de plusieurs équipements au sein de son tissu urbain qui répondent aux besoins de la population. Il s'agira notamment d'accompagner la mutation de l'espace forum, de permettre la rénovation et l'extension des équipements existants, art déco, et de permettre la reprise d'équipements existants pour leur donner une nouvelle fonction, piscine. Dès 2020, la collectivité a engagé des réflexions sur des projets de requalification des équipements publics situés sur l'emprise d'Évienne, Maison d'Évienne, Maison des enfants Françoise Dolto, Espace vert Doumer. Les études préopérationnelles engagées sur ces 3 projets aboutissent aujourd'hui aux opérations suivantes: requalification des ateliers municipaux, requalification de la maison des enfants Françoise Dolto en vue du redimensionnement de sa structure multi-accueil, requalification extension de la maison d'Évienne pour l'affecter à un usage scolaire en y déplaçant l'école maternelle Berniol. L'espace occupé par la maison 6, 48 rue Paul Doumer, cadastré section AE 1633, permettrait de créer une vraie cohérence d'aménagement des équipements publics situés sur cette emprise. La commune de Sainte-Savine manifeste son intérêt pour l'acquisition de cette parcelle et entend autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche utile pour conduire les négociations avec les vendeurs. À défaut de transaction amiable, le droit de préemption pourra être mis en œuvre par Monsieur le maire dans le cadre de la délégation permanente que lui a constituée le conseil municipal par délibération numéro X du 18 mars 2021. Il faudra qu'on rajoute le numéro de la délibération. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Oui, Madame Omis. Du coup, on comprend que l'école Berniol serait déplacée du côté d'Évienne, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un peu plus Oui, alors il y avait une réunion de présentation en fait. Oui. Alors vous avez sans doute oui, à laquelle j'ai pas pu y assister. Donc on a présenté dans le cadre du plan école. Pour rappel, vous n'êtes pas sans savoir en fait, toutes les écoles nécessitent un certain nombre de travaux estimés à hauteur de 15 millions d'euros à l'échelle de l'ensemble des bâtiments. Il y a nécessité donc de travailler, donc de prioriser un certain nombre de travaux dans les écoles et de priorité sur un certain nombre d'équipements. Donc on a 2 équipements qui ont été ciblés de manière prioritaire, donc à la fois au BRAC, avec notamment les questions de problématiques liées au chauffage, mais pas que, à la redistribution des espaces et la dimension de copropriété. Et puis l'école Berniol est par effet de vase communicant, puisqu'en fait on avait, vous vous en rappelez, il y a quelque temps, abordé la thématique aussi de l'extension du nombre de berceaux au niveau de la crèche. On était parti sur des premières versions avec un nombre de berceaux à hauteur de 70 de mémoire. Ça avait été redimensionné au regard des besoins des projets qui se menaient aux alentours. Et donc il y a eu une nécessité de créer un nouveau bâtiment, et donc il y avait une emprise foncière qui avait été fléchée. Ayant redimensionné le projet, et finalement qui va être, comme on l'évoque dans le rapport, sur la maison Françoise Dolto, qui sera allouée, qui sera affectée vraiment sur la partie crèche, sur la partie crèche.
on avait la question de Bernioles à traiter avec un bâtiment techniquement compliqué, avec aussi un usage de la maison des Viennes moindre qu'auparavant, puisqu'on n'a plus l'agrément, même s'il y a encore des actions qui sont fléchées, orientées avec la CAF, ce n'est plus un centre social en tant que tel. Et donc a été proposé par les cabinets qui nous accompagnent, au regard de ce que nous on a pu réfléchir, de pouvoir délocaliser l'école Bernioles sur un site donc, qui occuperait une partie de la maison des Viennes, et avec une extension notamment qui serait fléchée pour les salles de cours, avec, qui permettrait aussi de répondre aussi de manière un petit peu plus efficace aux normes environnementales, d'accès, d'évolutivité, de dimensionnement des salles, puisque voilà, à l'heure actuelle, on a des tailles de salles, mais qui peuvent aussi évoluer dans le temps au regard des pratiques des professionnels et éducatives. Et donc, voilà, a été réfléchi sur ce site en particulier, avec notamment la réponse liée aux contraintes de circulation, puisqu'on est sur un site où on a quand même du stationnement en proximité. On a le mail Marcel Bidot qui permet en fait un accès sécurisé. On a la proximité des Viennes, et donc on répondait aussi aux problématiques liées à la sécurité et aux abords de l'école, voilà, sur Bernioles, où avec la proximité du marché, on a toujours aussi des difficultés. Une rue qui est somme toute assez étroite, et donc ça nous permettait de checker, de caser un certain nombre de cases pour, on l'espère, arriver à un résultat plus que satisfaisant pour les élèves. Et en plus, ça nous permettra de travailler sur le site en n'ayant pas d'impact direct sur l'école en fonctionnement. Voilà, pour répondre très succinctement aux questions. Merci, monsieur le maire. D'autres remarques sur ce rapport? Et donc là, la délibération, puisqu'en fait il y a un certain nombre d'éléments au travers du PLU qu'on avait identifié comme un enjeu stratégique pour la commune. On a une parcelle qui est en vente et à proximité, qui avait été identifiée préalablement, et donc pour réfléchir de manière cohérente sur l'ensemble de l'emprise, voilà, on a un site qui est identifié, qui est dans la délibération, et donc d'où cette délibération pour se porter, si possible, acquéreur de façon amiable de cette parcelle. Juste une petite précision. Oui. Cette parcelle, elle a quelle superficie, si vous l'avez en tête? Non, là, franchement, je ne l'ai pas en tête. Non. 2000 ? Non, c'était pour savoir. Elle est aussi grande que la parcelle des services techniques, enfin des services d'espace vert. Voire même un petit peu plus grande, je pense. Ok. Monsieur oui. Croquet. Il n'y a pas un droit de passage avec la maison, les trois maisons qui sont à côté, sur le plan du cadastre? J'avais l'impression que le plan du cadastre et la photo, il y avait un droit de passage. Alors non, puisqu'en fait, ce qui est jouxte, en fait, la parcelle, en fait, c'est un terrain qui nous propre. En fait, ça sera sur un fond, donc sur la partie. Quand vous parlez de Doum, enfin, je pense que vous parlez sans doute du chemin, en fait, qui vient de Doumer et qui est tout droit, en fait, le chemin un petit peu en terre, je pense, c'est de ça de vous parler. Celui qui délivre les trois maisons qui sont sur le côté de la petite maison. C'est sur l'arrière, c'est ça? Normalement, on n'a pas de. Nous, le terrain est contigu en fait à une parcelle dont on est déjà occupant et propriétaire. Donc en fait, les accès seront préservés. D'autres remarques sur ce rapport? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 14. Action éducative, convention cadre de partenariat relative à l'utilisation de l'espace numérique de travail dans les écoles. Madame Caterino. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie visant à faire entrer l'école dans l'ère du numérique, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche mène une politique volontariste de développement des usages du numérique pédagogique. Le développement des espaces numériques de travail, ENT, est un enjeu important pour favoriser les liens, personnaliser le travail de l'élève au sein de la classe. L'ENT est très répandu sur le territoire de l'Académie de Reims. 755 écoles en bénéficient, chacun y étant entré à son rythme, sans projet coordonné, mais dans le souci de développer des usages et d'offrir un service de proximité. Je rappelle que ça s'est développé principalement après le Covid, forcément.
Et avec la demande de l'Académie, en fait, d'avoir une poursuite pédagogique et de prévoir une poursuite pédagogique en cas de reconfinement qui dure depuis maintenant plusieurs années. Dans ce cadre, un conventionnement est nécessaire afin de stabiliser les accès aux données dans le respect et le cadrage de la transmission des données personnelles, mais également pour sécuriser et uniformiser les accès à l'espace lui-même et offrir de nouveaux services au sein de l'ENT. La ville de Sainte-Savine a équipé les écoles demandeuses d'un ENT de leur choix depuis plusieurs années. Il en existe plusieurs. On a École Directe, on a Éducartable. Là, il s'agit de l'ENT One, donc qui dépend effectivement voilà, du partenariat avec la collectivité et l'académie. L'objet étant de formaliser ce partenariat et définir les responsabilités et les rôles de chacun dans le cadre du déploiement de l'ENT One Éducation. À ce jour, seule l'école élémentaire Guingouin est équipée de cette ENT. Le coût annuel pour la collectivité est environ 500 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention cadre de partenariat relative à l'utilisation de l'espace numérique de travail, donc l'ENT One, et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport, Monsieur Croquet? Oui, l'ENT est une bonne chose. Moi, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est qu'à l'Académie de Reims, on a un logiciel qui s'appelle One Education. S'ils n'ont pas assez de profs de français pour leur mettre en français, c'est qu'il y a un problème. Merci. Si je peux me permettre, j'ai lu One Education. C'est un compromis. Voilà. D'autres remarques sur ce rapport? Non, problème. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 15, action éducative, subvention classe de neige 2024. Madame Keane. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, nous devons actualiser la subvention attribuée aux 4 écoles élémentaires de Sainte-Savine pour la classe de neige organisée du 14 janvier au 19 janvier 2024 à Autrans au profit des élèves de CM2. Les familles participeront à hauteur de 150 €. Le département prendra en charge 1,20 € par jour par enfant et les coopératives scolaires financeront à hauteur de 15 € par enfant. Nous souhaitons que la ville prenne en charge le reste, soit 6 824 € pour l'école Aubrac, 6 469 € pour l'école Ferry, 7 178 € pour l'école Guingouin et 6 381 € pour l'école Payeur, pour un total de 26 853 €. Le paiement se réalisera sur présentation des factures. Un acompte de 85% de la subvention pourra être versé en janvier 2024 à la demande des écoles en justifiant d'un devis. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la participation financière de la collectivité à cette classe de neige et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport, Monsieur Croquet? Moi, je tenais à remercier très chaleureusement le département de leur effort financier conséquent, alors qu'ils n'y étaient pas obligés du tout, de contribuer au voyage grâce à leur aumône de 1,20 € par jour par élève. Cela permettra de financer une baguette de pain par élève et par jour. Les parents vous remercieront. Merci. Monsieur Moser. Je regardais ce qui reste à charge au niveau des familles, par exemple, je pense que c'est à peu près la même somme pour le nombre d'élèves, etc., dans chaque école, c'est-à-dire ça fait 150 € je crois, qui reste par enfant. Est-ce que les coopératives scolaires ou d'autres actions propres aux associations de parents ou aux écoles elles-mêmes peuvent permettre d'aider les élèves en difficulté, dont les familles sont en difficulté, à participer aussi à ce voyage? Je veux dire comment ça se passe? Alors, je vais vous répondre, Monsieur Moser. On ne se voit pas, Madame Keane, c'est dommage. Pardon, je suis désolée, je suis cachée. Allez, je me décale. Nous avons passé une délibération au CCAS, justement, pour pouvoir aider les familles qui seraient en difficulté pour compléter le coût du voyage. Voilà. Donc, les directeurs d'école sont informés que cette action-là est en place et donc, voilà.
à eux de nous faire remonter s'il y a des besoins. Donc, bonne initiative des équipes enseignantes. En tout cas, ça permet de contribuer à l'émancipation des enfants, de partir et d'être un petit peu externalisés de leur famille. Et puis pour certains et certaines, sans doute la seule fois où, en fait, des fois la première fois où ils verront de la neige, et peut-être pour certains autres la seule fois où ils les verront. Voilà, peut-être. Et puis il faut en profiter aussi. Oui, Madame. Oui, Monsieur le maire, c'est vrai qu'il faut souligner que les enseignants partent avec les enfants, ce qui se fait de moins en moins. Donc c'est quand même vraiment, faut les féliciter parce qu'il y en a beaucoup qui veulent plus se casser la tête à partir plusieurs jours. Et là, franchement, c'est grâce à eux que les enfants peuvent partir. C'est pas toujours les subventions qui arrêtent les voyages. C'est les enseignants qui décident ou pas d'aller avec les enfants. Et là, sincèrement, il faudra les féliciter de la part du conseil. Nous n'y manquerons pas. Madame Caterino. Je voudrais juste ajouter, pour les coopératives scolaires, il faut quand même prendre conscience aujourd'hui qu'ils participent à hauteur de 15 € pour les enfants. Elles sont quasiment toutes en difficulté quand même. C'est-à-dire que depuis le Covid, il y a de moins en moins de familles qui participent. Elles ont de moins en moins d'actions possibles. Avec le Vigipirate là qui a été mis en place, il y a beaucoup d'événements de vente de gâteaux, etc. qui n'ont pas pu être possibles parce que les parents ne peuvent plus rentrer dans les écoles. Donc je pense qu'il faut souligner quand même que l'effort de leur côté est conséquent, mais pour le coup, elles ont des rentrées d'argent qui sont en chute libre depuis quelques années. Merci. Pas d'autres remarques? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 16, recensement partiel de la population avec la rémunération des agents recenseurs. Monsieur Serre. Mes chers collègues, la poursuite du recensement partiel de la population est en préparation et se déroulera du 18 janvier au 24 février 2024. Pour ce faire, comme les années précédentes, il sera procédé au recrutement d'agents recenseurs. Leur rémunération est assurée au moyen de la dotation forfaitaire versée par l'État. Pour 2024, il est proposé d'attribuer une augmentation d'environ 2% à la rémunération des agents recenseurs qui serait ainsi fixée de la manière suivante. 1,70 € brut par bulletin individuel collecté dans la commune, 1,10 € brut par feuille de logement ou immeuble collecté dans la commune, une somme forfaitaire de 41 € brut par demi-journée de formation sous réserve qu'ils aient commencé la collecte, un forfait de 105 € brut équivalent aux frais de déplacement pour la tournée de reconnaissance et une dotation forfaitaire de 123 € brut par agent recenseur en fonction de la qualité du recensement. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de fixer les diverses rémunérations aux tarifs indiqués ci-dessus, d'inscrire la somme correspondante au budget primitif 2024 de la ville. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 17, tableau des emplois avec la mise à jour du tableau des effectifs. Monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. Il convient de toiletter le tableau des emplois. Sont concernés la modification d'un emploi de gestionnaire finance à compter du 17 novembre 2023 portant sur l'élargissement des statuts par lesquels peut être pourvu et la création d'un emploi de photographe et vidéaste à temps complet à compter du 17 novembre 2023. Donc ça, c'était pour remplacer l'emploi non permanent qui était créé précédemment. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. Merci. Des remarques sur ce rapport, monsieur Moser? Une question pour le deuxième poste qui va être créé. Finalement, la communication, on a combien d'équivalents temps plein, enfin de postes monopolisés par ce service? Là, c'est 3. Ça ne change pas en fait pour l'emploi de photographe vidéaste. Avant, on avait créé un emploi non permanent. Et comme là, il satisfait aux demandes, il en fait même un petit peu plus que photographe vidéaste. Du coup, on pérennise le poste. Ça ne crée pas de dépenses supplémentaires. C'est plus sécuriser, en tout cas, le poste pourvu actuellement. D'autres remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions?
adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 18, ressources humaines avec le protocole du temps de travail avec une actualisation. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Les modifications au protocole du temps de travail ont été exposées et débattues lors du comité social territorial du 14 novembre. Afin de pouvoir contrôler la réalisation effective des 1607 heures annuelles, la collectivité a décidé de se doter d'un outil de pointage. Tout agent travaillant sur un emploi permanent devra pointer. Tous les lieux sont dotés d'une badgeuse. Le déploiement du pointage est en cours pour les agents des services techniques et de l'école municipale de musique et de danse. Le travail est organisé en cycle de travail défini par des bornes quotidiennes et hebdomadaires et des horaires de travail. Des banques de temps peuvent être mises en place selon les profils des postes. Il s'agit de la comptabilisation de temps de travail réalisé en dehors des durées hebdomadaires. Le temps cumulé peut être récupéré soit en heures et ou en heures et demi-journées, mais limité à une seule par mois. En fin de mois, le report du cumul d'heures est limité à 6 heures. Au-delà, les heures sont perdues. Au sein du service animation de la vie locale, il est proposé de permettre aux agents animateurs de déroger aux plages horaires fixes, exemple pour l'intervention sur le temps périscolaire, en fonction des besoins du service et du planning des animations établis par le responsable de service. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le protocole sur le temps de travail joint en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 19. Adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires 2024-2027. Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, il est dans l'intérêt de la commune de Sainte-Savine de souscrire un contrat d'assurance garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant ses obligations à l'égard de son personnel, en cas de décès, d'accident de travail, maladie professionnelle, maladie imputable au service. Le centre de gestion a communiqué à la commune les résultats du marché négocié qu'il a engagé pour le renouvellement de son contrat groupe d'assurance des risques statutaires ouvert à adhésion facultative pour la période 2024-2027. Ce marché a été attribué au groupement CNP Assurance Reliance, régime du contrat par capitalisation d'une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2027. L'adhésion est résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois. L'assureur propose un maintien du taux de 2 ans assorti d'une renonciation à résiliation. Il est précisé que ces taux n'intègrent pas la rémunération du centre de gestion au titre de la réalisation de la présente mission facultative à hauteur de 3% de la cotisation perçue. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adhérer à compter du 1er janvier 2024 au contrat groupe proposé par le centre de gestion pour la couverture des risques financiers qu'encourt la commune de Sainte-Savine en vertu de ses obligations statutaires susmentionnées pour les agents affiliés à la CNRACL. Alors, le taux de remboursement des indemnités journalières est de 100%. Vous avez le tableau des risques garantis à la suite. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat d'assurance à intervenir avec le groupement CNP Assurance, compagnie d'assurance Reliance intermédiaire d'assurance, déclaré attributaire du marché conclu par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aube, ainsi que toutes pièces annexes. De déléguer au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aube la tâche de gérer le marché public d'assurance précité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 dans les conditions prévues par la convention de gestion jointe, de prendre acte que les frais de gestion du centre de gestion 10, CDG 10, qui s'élèvent à 3% de la cotisation perçue, viennent en supplément des taux d'assurance ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de gestion établie entre le centre de gestion de l'Aube et la commune de Sainte-Savine, de prendre acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve d'un respect d'un délai de préavis de 6 mois. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 20, recours au contrat d'apprentissage, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans minimum et de 29 ans révolus au maximum d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Ce dispositif peut être ouvert sous condition à des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans et plus,
personnes reconnues handicapées ou qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et les qualifications requises. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de recourir au contrat d'apprentissage, de conclure dès la rentrée scolaire 2023 4 contrats d'apprentissage conformément au tableau suivant, dont petite enfance, espace vert, enfance, et 2 postes pour enfance. D'inscrire les dépenses correspondantes, notamment salaires et frais de formation, au budget de la commune, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage, ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh ben, c'est une bonne chose en fait de pouvoir aussi, ça permet d'accompagner des jeunes et des fois quelquefois un peu moins jeunes sur la montée en compétences et au niveau de la collectivité aussi de pouvoir identifier des potentiels collaborateurs. On a quand même quelquefois des secteurs d'activité et des métiers qui sont en tension et donc la formation aussi un bon levier de recrutement, de pérennisation, de fidélisation. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 21, marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la médiathèque. Monsieur Stoder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la commune de Sainte-Savine a pris la décision dès 2012 de délocaliser sa médiathèque sur le site du Forum. Les locaux dédiés à la médiathèque, environ 100 mètres carrés, sont actuellement insuffisants dans l'attente d'un projet de redimensionnement du service. Des locaux vacants au sein de la copropriété du Forum en cœur de ville et donnant sur une placette ouverte à la circulation publique ont été acquis par la commune, comme vous le savez. L'enjeu central pour la municipalité est de profiter de la position stratégique du local au sein du centre-ville et de son accessibilité facilitée par la voie piétonne, cyclable, par le bus et par la voie carrossable. Le choix de cet emplacement s'inscrit dans la volonté municipale de requalifier l'artère de l'avenue Gallieni à travers le renforcement des mobilités douces et la restauration de la vocation de services et commerces de proximité. L'objectif est de créer un élément d'identité marquant en entrée de ville, avec une médiathèque pensée dans un esprit de culture sur rue. La médiathèque de Sainte-Savine a fait l'objet d'une étude en vue de sa requalification, extension, en lien avec la définition de son projet culturel, scientifique, éducatif et social, qui a pour objet de déterminer les objectifs de son établissement de lecture publique. Pour compléter son offre culturelle et ainsi proposer des services au format plus actuel, la commune souhaite coloniser une partie des niveaux bas du bâtiment Art déco pour déployer un dispositif de politique culturelle innovant, à savoir une microfolie qui consiste à intégrer un musée numérique. Donc il s'agit de redonner sa pleine vocation à la culture publique et à l'animation culturelle en synergie avec l'équipement de l'Art déco. Chaque microfolie est articulée autour de son musée numérique, réunissant plusieurs milliers d'œuvres et de nombreuses institutions et musées. Cette galerie d'art numérique est une offre culturelle inédite, incitant à la curiosité. Implantée au plus proche des habitants, cette plateforme culturelle de proximité est particulièrement adaptée au parcours d'éducation artistique et culturelle, propre à renforcer les actions mises en œuvre par le service médiathèque à destination de ses usagers actuels et à conquérir, c'est-à-dire les jeunes urbains, les adultes. Le musée numérique, composante commune de toutes les microfolies du réseau, permet à chacun de découvrir les chefs-d'œuvre réunis par les établissements partenaires au sein de collections thématiques numérisées en très haute définition. Grâce au grand écran, aux tablettes et au système de sonorisation, toutes les formes artistiques peuvent être mises à l'honneur. De plus, les microfolies se déclinent en version fixe et itinérante pour se déplacer toujours plus près des publics. En déclinaison, les collections patrimoniales propriété de la commune de Sainte-Savine, on cite qu'on a de nombreux tableaux et statues, une centaine d'œuvres, pourront être valorisées au travers de cet outil et présentées aux Saviniens et aux Saviniennes. Des modules complémentaires prévus par le dispositif viendront compléter l'offre microfolie et renforcer les services proposés par la future médiathèque. Ainsi, aux côtés d'un musée numérique,
la collectivité prévoit d'aménager un espace multi-activités dédié aux ateliers et animations de la médiathèque. Le plateau constitué de l'aile gauche au rez-de-chaussée du bâtiment Art déco offre à cet égard un espace d'une surface et jauge confortable, propice à la tenue d'animations jeunes et tout public, d'ateliers de création et de loisirs, de rencontres d'auteurs, etc. Le déploiement de ces usages nécessite la requalification bâtimentaire préalable de l'aile gauche du rez-de-chaussée du bâtiment de l'Art déco, ainsi que l'acquisition des équipements spécifiques. Le montant prévisionnel des travaux envisagés est de 2 62 805 € hors taxes. Cette estimation comprend le coût des travaux et aménagements extérieurs, les coûts des mobiliers et équipements informatiques, des provisions, c'est-à-dire les assurances, les aléas, l'actualisation des prix. Il convient à présent de lancer une consultation pour la passation du marché de maîtrise d'œuvre, le concours n'étant pas obligatoire pour les opérations de réhabilitation ou de réutilisation d'ouvrages existants. Une procédure avec négociation sera lancée sous forme restreinte avec remise d'intention. Cette procédure avec remise d'intention permettra au pouvoir adjudicateur d'appréhender la compréhension et les premières intentions des candidats vis-à-vis des attentes du programme. S'agissant d'une procédure restreinte, le nombre de candidats admis à présenter une offre sera limité. Il est proposé de fixer à 3 le nombre minimum et à 5 le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre. En application de l'article R 2172-5 du Code de la commande publique, les candidats qui auront remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficieront d'une prime afin de les indemniser du travail effectué. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le principe de l'opération hors étude pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 2 62 805 € hors taxes, d'arrêter à 3 le nombre minimal de candidats admis à admettre une offre et à 5 le nombre maximal de candidats admis à remettre une offre, d'approuver le versement d'une indemnité forfaitaire de 3 500 € aux candidats admis à remettre une offre et ayant remis une prestation conforme aux documents de la consultation, de préciser qu'une réduction totale ou partielle du montant de la prime est susceptible d'être appliquée aux candidats dont l'offre serait incomplète ou non conforme aux documents de consultation, de préciser que la rémunération du maître d'œuvre retenu tiendra compte de l'indemnité reçue au titre de la procédure, de dire que les crédits pour les indemnités versées seront inscrits au budget de l'exercice considéré, d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure de consultation conformément aux dispositions du Code de la commande publique, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles pouvant être mobilisées pour la réalisation de cette opération, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Oui. Monsieur Moser. Ah oui, bien sûr. Ça ne pouvait pas être autrement. On est à une étape nouvelle. Bon, j'ai effectivement des remarques à faire et des questions à poser qui touchent à la fois sur le contenu de la délibération et sur le fond, les deux étant un peu liés, ce qui est normal. Première chose, plutôt sur la forme, c'est le premier paragraphe de la délibération est erroné ou trompeur. Quel intérêt d'évoquer la décision de délocalisation de la médiathèque au Forum il y a 12 ans sans en expliquer les raisons? C'est-à-dire de considérer qu'elle était délocalisée comme ça, puis que c'était la médiathèque nouvelle à l'époque, enfin, le déménagement s'étant fait en 2014. Quel est l'intérêt de rappeler ça sans dire pourquoi? C'est-à-dire sans dire que c'était provisoire en attente des travaux de l'Art déco, etc. Enfin, ça, je pense qu'un certain nombre le savent, j'espère tout le monde. Quel est l'intérêt d'introduire comme ça quelque chose, si ce n'est, je ne sais pas, vraiment montrer le mérite qu'on a de créer une médiathèque qui n'existait plus que dans une forme définitivement restreinte, etc. Je trouve que c'est trompeur, c'est pas sérieux, c'est un peu malhonnête. Voilà, c'est un ressenti. Je pense que il n'y a rien à y gagner pour la formulation. En ce qui concerne le contenu de la délibération maintenant, suit un grand développement touffu, avec beaucoup de citations, d'arguments, etc. Finalement, pour autoriser Monsieur le maire à pouvoir engager la procédure, à prouver
les termes de la procédure et puis engager la procédure de désignation d'une maîtrise d'œuvre. Alors je vais revenir un petit peu quand même sur un certain nombre de remarques correspondant à ce développement. Je ne sais pas si ce développement était nécessaire parce que il s'agit essentiellement, à mon avis, de faire passer une nouvelle définition du projet, une nouvelle étape du projet qui montre que la nécessité est enfin admise, qu'effectivement il y avait besoin d'une extension par rapport au projet initial et que l'art déco, on va pouvoir utiliser une partie du rez-de-chaussée de l'art déco. Je vous dirai ce que j'en pense après. Mais dans ce développement, il y a plusieurs remarques que je tiens à faire. La position stratégique du forum, si vous regardez bien tous les attributs qui expliquent la position stratégique du forum pour la future médiathèque, tous ces arguments sont exactement les mêmes, enfin peuvent aussi bien s'attribuer à l'art déco, je dirais même parking en plus, que ce soit... C'est une première remarque. Donc ça, c'est pas nouveau, ça réapparaît là. Bon, je sais que c'est peut-être plus pour servir à l'institution ou aux subventionneurs que pour vraiment servir ici. Deuxième chose, l'emplacement dans les arguments stratégiques, l'emplacement de l'art déco du forum qui semble être vraiment le plus important. Dans une phrase, il est dit que c'est un emplacement bien situé parce qu'il est en plein centre-ville, et dans la phrase suivante, ça fait un élément d'identité municipale en entrée de ville. Donc il y a des contradictions qui sont assez marrantes. Je dirais aussi donc l'identité marquante de l'entrée de ville. L'esprit culture sur rue, alors ça c'est la dernière expression qui parachève l'envolée lyrique un petit peu de tous ces arguments. L'esprit de culture sur rue, oui, je veux bien, mais je crois que là on est loin de beaucoup de choses concrètes. En ce qui concerne l'évocation de la requalification de l'avenue Gallieni pour justifier la présence de la médiathèque au forum, c'est un peu imprudent parce que la requalification de l'avenue Gallieni, elle est loin d'être faite. On en a pour vraisemblablement un certain nombre d'années, d'autant plus que ce n'est pas la commune qui décidera de tout et loin de là, elle décidera de pas grand-chose. Donc ça me paraît être des arguments un peu superfétatoires, là, on élargit de plus en plus la justification. En fait, la justification, c'est peut-être que tout le monde admette que par rapport à la vision de tout au forum, etc., la rupture complète avec l'art déco, d'ailleurs, dont on ne faisait pas confiance au bâtiment, avec ses fuites, etc., finalement, on revient quand même en partie à l'art déco. Alors, ça ne me choque pas, au contraire, je trouve que c'est bien. Aussi, autre élément que je voulais évoquer, la cerise sur le gâteau, c'est l'irruption dans les nouveaux concepts de dispositifs de microfolie. J'ai rien contre ce dispositif en tant que tel. C'est un truc assez intéressant. Je suppose qu'il a été suggéré par la DRAC ou par la programmiste. Non, du tout, puisqu'en fait, c'est des choses qui étaient déjà à l'étude bien avant, sur la nécessité peut-être de mettre en place une microfolie. En fait, la question, c'était de trouver le lieu idoine pour y insérer une microfolie. En même temps, ça permet effectivement de justifier l'extension annexe à l'art déco et de rentrer dans le cadre de l'éligibilité à la subvention de la DRAC, qui était quand même un gros problème et une impasse des projets ou des pré-projets initiaux. Enfin bon, voilà, tout cela en fait, ça vous permet de sortir de cette impasse dans laquelle vous étiez depuis le début du mandat, voire avant, par une décision qui a été assez déterminée. Ceci dit, ce projet, est-ce qu'il est le dernier? Est-ce qu'il est le bon? Je suppose que si on engage une maîtrise d'œuvre, on est arrivé au projet qui devrait pouvoir se réaliser. Pour moi, il marque une avancée, ça peut vous étonner, mais c'est vrai, voilà ce que je pense. Il marque une avancée par rapport aux avatars précédents. D'ailleurs, les pré-projets ou les projets depuis 3 ans,
En fait, on n'en a jamais débattu, sauf la présentation il y a quelques jours au conseil municipal. C'est-à-dire il y a eu des informations par la presse, par quelques visites du futur site, etc. Mais en fait, les élus n'ont jamais été au courant de l'évolution du travail pour essayer les élus en termes de conseil municipal, donc pour essayer d'avoir une vision claire de ce qui accouche aujourd'hui, enfin qui commence à accoucher aujourd'hui. On a les premières contractions, j'ai envie de dire. Voilà un petit peu. En ce qui me concerne, et je continue, je n'ai pas tout à fait fini, hein, mais je pense que c'est important que je puisse vous dire totalement ce que je pense. Je pense que le retour à l'art déco, pour moi, valide une partie, en tout cas, si ce n'est pas tout, mais valide le projet que j'ai défendu depuis le début, pour un certain nombre d'arguments qui sont évoqués au long de cette délibération. Ça, vous ne pouvez pas me le retirer. Ça montre aussi que les avatars précédents n'étaient pas fiables. Et je doute toujours du résultat que ça va donner, compte tenu de la configuration des locaux du forum. Surtout qu'on est dans une copropriété, vous le savez, on reste toujours dans une copropriété. L'espace forum, on ne le possède qu'en copropriété, et que ça aura quand même des incidences. Et qu'en termes de patrimoine, le forum n'a rien à voir avec l'art déco. Voilà tout ce que je pourrais faire comme remarque. Je regarde mes notes, hein, parce que je n'ai pas tout en tête comme ça. J'essaie de ne pas dire de bêtises. Donc je ne suis pas déçu de cette avancée du projet. Je ne suis pas obnubilé sur celui que je défendais. De toute façon, la décision vous appartient, même si je dis non. Et que l'art déco retrouve une partie de son activité d'origine me semble une bonne chose. Ceci dit, maintenant, il me manque beaucoup d'éléments pour être un peu plus sûr de tout ça. Les questions restantes sur la microfolie. Je ne sais pas si vous avez l'assurance d'être éligible à ce dispositif. Quand on regarde, j'ai cherché sur Internet, hein, bien sûr, je pense que vous l'avez tous fait, je dis qu'il est un dispositif intéressant. Mais les critères d'éligibilité qui sont annoncés par l'État, c'est d'abord des zones, celles qui étaient visées d'installation, c'est les zones plutôt un peu démunies, etc. Donc c'était d'abord des choses d'accompagnement des zones d'éducation prioritaire ou des quartiers défavorisés. Je ne sais pas si nous on rentre là-dedans ou si de toute façon... alors ça me pose question. Autre question sur la microfolie, c'est est-ce que c'est vraiment dans cette dimension-là pertinent? Est-ce que ça sera vraiment une fréquentation très très importante et par qui à Sainte-Savine par rapport, peut-être qu'il y en aura d'autres à Troyes après, je ne sais pas, mais c'est une vraie question, je crois que vous avez dû vous la poser de toute façon, mais c'est quand même pas rien. Son subventionnement, bon, il sera fait parce que je pense que l'État et la DRAC ont intérêt à promouvoir ce dispositif, parce que l'État avait, d'après ce que j'ai lu, avait un objectif d'en installer 1000, notamment dans les quartiers qui en avaient le plus besoin, je ne sais pas, en 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Or, sur cet objectif de 1000, pour l'instant, j'ai lu qu'il y avait un peu plus d'une centaine de microfolies qui étaient installées. Donc, on est loin de quelque chose qui se développe vraiment très fortement. Donc, ça me pose question. Ceci dit, je rappelle que c'est une formule qui peut être intéressante pour approcher beaucoup de populations de la culture, des arts, etc. Ceci dit, bon, les œuvres de Sainte-Savine, c'est une chose, mais c'est une petite partie infime du contenu auquel auront accès les usagers. Ça, c'est la première question. Et puis, la question que je ne peux pas ne pas vous poser, est-ce qu'on peut vous faire confiance sur le chiffrage? Parce que, je vous rappelle que cette longue histoire, elle a commencé par un chiffrage en 2022 pour le forum, d'un projet à 1 183 956 €. Ensuite, en 2023, dans le budget primitif, on est passé à l'inscription d'une somme de 3 527 000 €. Toujours dans le même site, le forum, qu'on a ramené à 3 millions d'euros dans le cadre d'une DBM la même année. Et on se retrouve maintenant avec un chiffrage de 2 62 805 €, 2 475 366 € TTC, à la fois
pour le forum et pour l'annexe, et pour Microfolie, les installations. Et donc, pour l'annexe, puisque maintenant on peut l'appeler comme ça, l'annexe de la médiathèque, il y a un gros travail, rappelez-vous, qui avait été chiffré à 800 000 € rien que pour les travaux de mise aux normes et de requalification des locaux, qui sont dans un état qui ne peut pas être investi comme ça, et d'isolation, etc. Donc, moi, je me demande comment vous allez vous en sortir, à quel prix de qualité de travaux ou de non-qualité de travaux, de quel type de requalification vous allez faire, parce qu'en ce qui concerne le mobilier, tout ce qui concerne directement l'équipement de la médiathèque, bon, tout ça c'est à prix constant. En ce qui concerne les microfolies, ça ne vous coûtera pas énormément cher. On sait que ce n'est pas un truc énorme et que ce sera bien accompagné. Mais comment on peut vous faire confiance là-dessus? C'est vraiment, moi, là, j'émets un gros doute, hein, vraiment un gros doute. Il y a aussi maintenant, vous allez avoir une médiathèque en 2 sites. Certes, ils sont séparés que de 300 mètres. 300 mètres, c'est rien, quoi. Entre l'entre-ville, le centre-ville et puis l'Art déco, on n'a pas des kilomètres. C'est pour vous dire que dans l'argumentation, c'est un peu rigolo des fois. Mais c'est-à-dire, vous allez avoir 2 sites. Quelle contrainte de fonctionnement ça va avoir? Quelles contraintes de personnel ça va avoir en termes de présence? Pour l'instant, on ne le sait pas. Enfin, peut-être que vous le savez vraiment, mais je sais qu'il y a encore des choses à mûrir et à travailler. Mais moi, ça me pose question. Parce qu'il y a un personnel, vraisemblablement, qui sera dévolu à l'animation et au suivi de Microfolie. Et puis, s'il y a d'autres animations et d'autres présences d'usagers, il y aura vraisemblablement des présences sur les 2 sites. Hein. C'est pas rien tout ça. Et puis, la dernière remarque que je veux faire, c'est que les échéances de financement, on était déjà en 2027 lors des derniers chiffrages, rappelez-vous, voire 2028 lors du dernier tableau des APCP. Maintenant, on va se retrouver quand? 2028, 2029? Ou bien vous allez essayer de terminer ça pour la fin du mandat et la préparation des prochaines élections électorales, ce qui est possible aussi. Compte tenu de toutes les priorités que vous avez à faire, que vous allez avoir à essayer de déterminer, compte tenu de tous les projets que je ne conteste pas, hein, notamment le projet scolaire, etc., bien sûr. Mais comment vous allez faire pour arriver à tout ça dans le budget donné? Je veux dire, on a perdu quand même là, nous on a peut-être perdu du temps, c'est sûr, mais là je crois que par rapport à tout ce que vous aviez annoncé, et je me souviens de l'annonce du maire qui disait que le forum serait ouvert en 2022 pratiquement, hein. C'était la première annonce, elle était un peu imprudente, mais je ne vous en veux pas, monsieur le maire. Vous voyez, il reste beaucoup de doutes. Voilà tout ce que je voulais vous dire, mais sachez que ce projet, dans son état-là, me permet, et vous avez le droit d'en rire, va me permettre de faire un peu en partie le deuil du projet que j'avais si fortement soutenu. Voilà. Je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté aussi longuement. Bon, il y a des choses effectivement. Donc, alors, pour les éléments financiers, on s'est basé sur les études du cabinet qui vous accompagnait. Donc, il y a forcément eu quelques petits aléas au regard des estimatifs, au regard des différents projets, des différentes contraintes et des études et des potentialités, puisqu'il y avait la question des fameux mètres carrés. Et dans les fameux mètres carrés, au lieu de prendre de la surface inutile, ce qui aurait pu être la simplicité, hein, c'est de prendre, si on avait un local avec des toilettes de 100 mètres carrés, on avait une base subventionnable. Ce qui nous a semblé quand même plutôt judicieux sur un projet, c'est plutôt de prendre la surface utile liée à la partie culturelle, plutôt que d'espaces perdus, type un hall de bâtiment, comme on pouvait avoir sur d'autres sites. Il faut s'autoriser aussi à prendre du temps pour réfléchir mûrement et prendre les orientations qui vont nous mener sur du long terme. On est heureux aussi de pouvoir finalement réutiliser une partie de l'art déco, puisque ça fera partie des orientations qu'on souhaitera donner à la médiathèque pour qu'elle soit vraiment au cœur du projet culturel et social de la collectivité. Donc, penser encore plus l'articulation avec les différents services de la collectivité.
Forcément, la question RH viendra, puisque plus de surface, forcément plus de... Mais quel que soit le projet, c'eût été dans l'art déco, de toute manière, il y aurait une nécessité de pouvoir recruter des personnes et des personnels complémentaires, sachant que sur la partie rez-de-chaussée de l'art déco, ça nous permettra de gagner un espace d'animation plutôt intéressant et de travailler sur la désolidarisation du rez-de-chaussée par rapport à l'équipement principal, ce qui aurait été sans doute une problématique dans l'ancien projet. Avec... ça, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais je donne un complément d'info. Vous dites des choses, je réponds et je complète, puisqu'on a une difficulté qui est avec l'art déco, avec la question des contraintes de sécurité liées à l'accès, etc., et la sécurisation, ce qui quelquefois empêche d'avoir un certain nombre de manifestations, et finalement on n'avait pas d'entre-deux. Et finalement, on a pris la contrainte imposée sur les mètres carrés obligatoires en disant il faut, au lieu d'en penser une contrainte, d'en faire une opportunité, et finalement d'avoir une annexe qui permettrait d'accueillir en fait des animations à plus grande dimension, notamment l'accueil, par exemple, on l'espère, d'auteurs ou d'autrices un peu plus important, et d'avoir une capacité d'accueil pour ce type d'animation avec l'ajout d'une microfolie, l'animation autour de tout ce qui pourrait être lié au numérique, Fab Lab, etc. Et après, ça sera le travail aussi au regard de l'ARH d'optimiser les ressources pour faire une vraie annexe, une annexe vivante, mais qui soit fléchée plutôt sur de la partie animation grande jauge. Une question à ce propos. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir maintenant les critères qui permettent l'accompagnement DRAC dans lequel s'inscrivait justement une aide en termes de RH pendant 3 ans, enfin bon. Tout à fait, mais en prenant vraiment des mètres carrés qui vont être utiles au projet culturel et scientifique de la médiathèque. Et c'est là, en fait, on s'est confronté avec les services de l'État là-dessus, sur un certain nombre de choses où la grille de lecture, c'est le mètre carré. Que le mètre carré soit utile ou pas utile, limite, on vous demande du mètre carré au regard du nombre d'habitants. Et c'est vraiment... Enfin, on peut le partager ici. C'est quelque part aberrant, puisqu'en fait, ça fait fi des contraintes des communes et des collectivités et de leur capacité. Le territoire de Sainte-Savine, on a très peu de foncier disponible. On doit faire qu'avec de l'existant, et finalement, on nous aurait imposé des contraintes et se dire, en fait, en gros, si vous n'avez pas du mètre carré, en fait, on ne vous finance pas tel ou tel équipement, ce qui en soi est une aberration, puisque le besoin est quand même présent, et qu'à un moment donné, il y a nécessité de pouvoir accompagner un certain nombre de publics. Et donc, en échangeant avec la DRAC, et aussi avec leur conseil et leur éclairage, on a proposé cette complémentarité, cette annexe, qui permet de satisfaire de manière plutôt plus que satisfaisante l'espace nécessaire, et vraiment d'avoir de l'espace utile. Parce qu'on aurait pu, enfin voilà, c'était possible de faire des choses en fait, en prenant le locaux de réserve à droite à gauche, d'avoir du mètre carré et de rentrer dans l'enveloppe. Parce que ce qu'il faut, c'est juste du mètre carré dans un projet. Et donc là, c'est d'avoir du mètre carré qui soit utile pour le projet culturel et scientifique, et d'avoir aussi un espace à terme d'animation satisfaisant pour l'accueil des scolaires, des bénéficiaires du CSS, d'élargir aussi le spectre des publics qui seront ciblés, puisqu'en fait on a une médiathèque à l'heure actuelle qui est plutôt ciblée enfance, jeunesse, avec des vrais professionnels reconnus. Par contre, il y a des trous dans la raquette pour l'instant, mais qui est aussi lié en fait au dimensionnement actuel de la médiathèque. Voilà, c'est la question des ados, des adultes. Et donc, le nouvel espace nous permettra, on l'espère, de pouvoir satisfaire à ces besoins. On est en phase d'écriture et de finalisation du projet culturel et scientifique. Et l'idée étant, c'est vraiment de pouvoir créer des ponts entre les différents services, que ce soit l'animation de la vie locale, le CCS au travers d'ateliers numériques à destination des bénéficiaires du CCS, mais pas que, et de cibler et d'augmenter les liens à la fois avec le collège, le lycée, et puis les adultes. Après, j'entends en fait sur la question de la fameuse culture sur rue. Bah oui, c'est d'avoir en fait une entrée sur rue
c'est un pas de porte, vraiment un pas de porte. Ça invite en fait à l'accès. C'est la question et la vraie question qu'il faut traiter, notamment sur la partie culturelle, c'est les publics empêchés. C'est ceux qui n'ont pas le réflexe à venir dans des équipements culturels et artistiques. Et donc, en ayant du bâti en proximité ouvert, ça permet, on le pense, on l'espère, en tout cas on en est convaincu, mais ça sera l'épreuve du temps et de la pratique, d'inviter les uns et les autres à venir, parce que quand ils font une déambulation sur l'avenue, c'est comme s'ils entraient dans un magasin, voilà, ils franchissent la porte, ils y sont. Et donc la proximité et la visibilité permettra, on l'espère, de pouvoir avoir cette fameuse culture sur rue et surtout arriver à travailler avec les publics empêchés. Ça n'empêchera pas non plus d'avoir des actions délocalisées, et c'est ce qui se fait, mais qui devra s'accentuer pour aller chercher des publics. Voilà. J'ai sans doute pas répondu à tout. J'ai pas pris toutes les notes, mais j'espère y répondre. Alors le coût des travaux et hors taxe. Alors c'est vrai qu'effectivement souvent il faudrait qu'on travaille sur la base identique par rapport au périmètre, à la fois la prise en compte des coûts des études, du TTC, etc. Donc je pense qu'il faudra qu'on refasse un tableau qui représente de manière linéaire l'ensemble des évolutions. Vous l'évoquez, ça avance, on est bien parti. L'idée maintenant, c'est d'avoir des projets intéressants, mais comptez sur nous pour suivre l'affaire. On vous invite, maintenant que vous avez fait le deuil de l'ancien projet, à participer. Pas tout à fait. Pas si simple. Mais ça avance, voilà. On a compris que ça avançait. Mais vous avez peut-être compris que quand les propositions avaient un sens, je n'étais pas obtus à ce point-là. Mais je pense que dans la réunion qu'on a présentée sur le projet, je pense qu'il y a vraiment du sens sur la question de l'utilisation et de surtout sans doute lever des contraintes qui auraient pu... Oui, il y a notamment, par exemple, je ne vais pas contester, l'intérêt de pouvoir avoir l'entrée accessibilité par l'ascenseur panoramique directement dans l'annexe. Ça, c'est une bonne idée, c'est bien vu. J'ai envie de dire aussi que tout ce cheminement... quelquefois ces errances et ces annonces qu'on a eues plus ou moins claires pendant 3 ans, peut-être qu'en participant un peu plus au niveau des élus à la réflexion sur cette problématique-là, j'aurais pu aussi effectivement être moins en désaccord avec vous, et j'aurais pu aussi, comme je le fais dans d'autres domaines, avoir un rôle qui peut être aussi de temps en temps constructif. Et je pense que là, il y a quand même des éléments qui n'ont pas facilité tout ça, de part et d'autre. C'est entendu. Anne-Marie. Question plus technique, monsieur le maire. Pourquoi est-ce que la procédure restreinte, c'est une obligation ou c'est un choix de votre part? C'est plutôt un choix, en fait. C'est de pouvoir, en fait, la difficulté avec le concours, c'est qu'en fait, on juge... Alors, c'est au regard du projet. En fait, on est quand même plutôt sur de la réhabilitation plutôt que sur de la création en tant que telle. Et donc, finalement, la question du concours, à la fois la lourdeur et puis la question aussi, sans doute, moindre visibilité budgétaire, nous a incité plutôt à s'orienter sur une procédure qui puisse nous permettre d'évaluer à la fois la question de l'esthétique et du budgétaire de manière simultanée. Et pas de découvrir... de ne pas juger sur la partie uniquement esthétique. Voilà. D'accord, parce que du coup, en matière de choix, vous prévoyez peut-être d'idées un peu géniales, parce que si vous étiez plus ouvert, vous avez plus de propositions. En fait, l'avantage de la procédure qui est indiquée, c'est qu'en fait, il y a quand même une indemnité, ce qui permet en fait à des candidats potentiels, c'est de présenter des choses qui soient quand même, qui nous donnent des orientations et soient suffisamment travaillées, parce qu'elles seront indemnisées, et donc pas de partir sur quelque chose où finalement vous déposez juste un projet, mais on ne valorise pas la partie du travail. Ça pouvait être une deuxième phase de la valorisation. Ça pouvait être un jury, et puis après vous en sélectionnez 3 que vous rémunérez sur un approfondissement. C'est la lourdeur et la temporalité en fait. D'accord. Bon, je crois qu'on avait, je sais pas, je parle sous le couvert de Madame la Directrice Générale des Services, on avait un peu la même procédure. Peut-être pas exactement la même. Si, c'était ça. Ouais.
De toute façon, quelle que soit la procédure, c'est toujours difficile d'être sûr de faire le bon choix. C'est jamais facile et on en a fait aussi l'expérience. Après, sur des projets, enfin, je pense que c'est plutôt ce type de procédure, c'est vraiment plutôt sur la qualification enfin, on est sur de l'aménagement vraiment, l'aménagement intérieur. Après, sur d'autres choses, typiquement demain, après c'est pas acté, mais la question peut-être sur la question extension de la Maison des Viennes là le concours peut se justifie au regard se justifie, etc. Donc parce qu'il y a de la création, il y a une plus-value, etc. Là, il y aura forcément de la plus-value, mais sur la question architecturale, on l'aura sans doute de moindres mesures, puisque le bâti existant, c'est vraiment la question de l'aménagement intérieur. Alors, Monsieur Dulst, et après Madame Omis. Oui, on s'est beaucoup combattu avec Monsieur Moser sur l'art déco, mais là où je le rejoins, c'est sur le calendrier. Est-ce que vous avez établi un calendrier à aujourd'hui du développement de ce projet? Parce que c'est vrai que les années passent et on aimerait bien aussi que nos enfants profitent de ces nombreux projets. Alors la procédure va être lancée. Après, c'est la question du temps, des réponses, la qualité des réponses et puis des travaux. L'idée, c'est d'aller vite, mais pas non plus d'aller dans de pas aller dans la précipitation non plus. Ce qui prime avant tout, c'est demain la qualité de la restitution et du projet. Voilà. Et c'est pas forcément c'est pas de courir après des échéances en disant il faut que tout soit fait, par exemple, avant les élections. Enfin, non, mais il faut. Si ça y est, tant mieux. Sinon, tant pis. L'idée, c'est de pouvoir proposer un équipement qui soit satisfaisant pour les professionnels qui le pratiquent au quotidien et pour la population par la suite. Parce qu'en fait, l'équipement, il nous survivra. Enfin, donc, nous, on travaille sur le besoin immédiat, sur la question de la satisfaction. Et puis, après, les autres utiliseront. Mais il n'y a pas de... L'idée, c'est pas non plus d'être dans la précipitation. En plus, on a pris du temps, on aurait pu partir bille en tête, y aller. Pardon ? On aurait peut-être été déçus en fait. Et donc, il faut s'autoriser des fois à réviser les plans. C'est ce qu'on a fait notamment par rapport à la crèche et d'autres équipements, en disant il y a une première intention, on discute avec les professionnels, éventuellement les financeurs, on regarde ce qui se passe par ailleurs et on réajuste. Après, une fois qu'on a réajusté, on acte, comme là ce soir, et ça nous permet de partir et d'y aller maintenant de manière directe. Monsieur... non ? Oui ? Ok. Ah, Monsieur Croquet. Moi, je trouve que ça fait quand même un bon compromis entre votre projet et celui de Monsieur Moser. Donc, on pourra peut-être avoir des débats un peu plus tempérés après. Ça, c'est un point. Sinon, moi, ce qui m'inquiète le plus, ça avait fait sourire quand je l'avais dit, c'est le chauffage collectif sur la médiathèque. Parce que il y a deux problèmes que ça pointe. C'est que le chauffage n'y est pas tout le temps et le tarif n'est pas le même que celui de la mairie. Donc, il faudrait voir aussi pour ça. Voir comment ça va se passer. À l'heure actuelle, je ne sais pas si on a des... Parce qu'en fait, on est déjà dans un équipement de copropriété sur la partie médiathèque actuelle. Donc sur la partie impact, on reviendra vers vous, mais j'ai pas connaissance d'alarme particulière là-dessus. Alors après, le coût de l'énergie, de toute manière, on sait que ça augmentera, malheureusement, de manière indubitable. Mais comptez sur nous pour essayer de maîtriser cette facture énergétique. Monsieur Moser. Oui, non, mais c'est le problème de la situation en copropriété que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va avoir des incidences, on le sait aussi. Notamment, j'avais aussi évoqué le problème des tantièmes en copropriété, avec une superficie de 670 mètres carrés, je crois que vous avez, ou quelque chose comme ça, là. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des charges qui vont être dans le fonctionnement chaque année en plus.
pas ça qui dégrèvera ou qui grèvera les 2 millions et quelques. Après, en fait, c'est sur... Il peut y avoir en fait un travail sur un réseau de substitution, etc. Enfin, si à un moment donné on juge nécessaire, il peut y avoir des choses qui peuvent être entreprises. Pour l'instant, c'est pas identifié en tant que tel. Monsieur Stoder, pardon. Excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Je me réjouis que monsieur Moser abonde dans notre sens et nous rejoigne sur ce projet de l'Art déco, qui est quand même différent du projet qui était présenté par son équipe municipale. Il est vrai que, alors je reviens pas sur le plan technique, mais c'était, on peut pas comparer les deux projets, puisqu'il est vrai que le projet de l'équipe municipale précédente englobait le hall de l'Art déco comme un élément central, enfin plein et entier de la médiathèque. C'est-à-dire qu'en rentrant dans l'Art déco, nous serions tombés sur un hall dans le hall d'accueil avec une borne d'accueil qui figurait en fait la médiathèque elle-même. Ça veut dire que le hall en fait devient la médiathèque. Évidemment avec les espaces qui étaient sur le côté. Ce qui est complètement différent notre projet à l'Art déco, c'est quelque chose de différent. Par ailleurs, par rapport à la microfolie, on va rassurer monsieur Moser. En fait, la microfolie, nous avons pris des contacts bien avant le projet d'annexe à l'Art déco pour pouvoir développer ce projet-là. Nous sommes attachés au service de la Villette et c'était un projet qu'on avait dans le carton, je dirais, depuis le début du mandat. Voilà, donc la microfolie, alors pour vous rassurer aussi, il est clair que la microfolie peut s'implanter dans un territoire comme Sainte-Savine. Donc c'est des préalables qu'on a pu vérifier et il est vrai qu'on pourrait être éligible à ce titre-là, même si nous ne sommes pas un quartier prioritaire, puisque Sainte-Savine n'est pas un quartier prioritaire en ce sens-là. Voilà. Après, sur la méthode, c'est un petit peu dommage que le ton que vous pouvez employer, monsieur Moser, parce qu'il est vrai que vous pouvez nous faire confiance, parce qu'il est vrai que de distiller le fait que de distiller le doute sur le fait qu'on a des difficultés à gérer, que nous sommes en difficulté à gérer, c'est un peu perturbant. Donc effectivement, le projet, on se réjouit que vous puissiez nous rejoindre sur cette idée-là, qui médiathèque qui comporte un projet scientifique qui est riche, complet, qui va pouvoir toucher à toute la population, puisqu'aujourd'hui la médiathèque qui est contenue dans ses 100 mètres carrés au forum, effectivement, donc ça fait depuis de longues années, effectivement, maintenant qu'elle est au forum, n'a pas pu accueillir toute la population et offrir à toute la population les services nécessaires. Donc voilà, on aura l'occasion de présenter ce projet scientifique et culturel à l'ensemble du Conseil pour pouvoir prendre connaissance de la richesse de ce projet qui va constituer la médiathèque future. Bon, Madame Ribaille. Oui, alors moi je voulais intervenir par rapport à une réflexion très pertinente que vous avez faite par rapport au SRADET. Alors pour vous expliquer, l'équipe municipale nous avons été invités, nous sommes allés au SRADET. Comment ? C'est pour la médiathèque ? Oui, mais il en a parlé au début. Il a parlé du SRADET à un moment donné. Oui. Eh bien, je vais vous expliquer. Oui, mais il y a une pertinence. Donc, je vais terminer avec le SRADET. Nous avons été effectivement avec les équipes, avec les services et certains élus invités en fait on va dire au déploiement du SRADET, en tout cas à la connaissance du SRADET l'an dernier. Et oui, voilà. Ouais. Voilà. Alors, pour compléter, monsieur Moser, on vous a laissé largement parler, donc vous allez un petit peu écouter, ça serait gentil, merci. Donc, je vais vous expliquer. Lors de la présentation du SRADET qui avait été faite à l'époque par Franck Leroy, puisqu'il n'était pas encore président, vous voyez, la région actuelle, il nous avait bien expliqué
en fait que l'idée actuelle, notamment du déploiement de la culture, serait de plus en plus de mutualiser les lieux et de le faire sur différents lieux qui pourraient, notamment la médiatisation de la culture se ferait sur des lieux un peu hybrides. Donc, on imagine la médiathèque, mais la microfolie, en fait, entre tout à fait dans ce cadre-là. Et elle est largement financée, effectivement, pour permettre l'accès à la culture. On le sait aussi depuis notamment le Covid, que c'est de plus en plus, notamment la jeunesse est de plus en plus dans les tablettes, et de plus en plus enclin à aller plutôt à utiliser le numérique plutôt qu'à aller visiter les musées. Donc ça va dans le sens actuel de, on va dire, de la vision future qui peut être vue en termes de culture et notamment scientifique ou autre. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à votre intervention de tout à l'heure, monsieur. Oui, mais simplement, je vous ai dit que j'étais absolument pas contre ce nouveau concept. Je ne sais pas pourquoi vous me réexpliquez ça. Je vous réexplique cela parce que vous n'avez pas l'air de comprendre qu'effectivement, nous sommes arrivés il y a 3 ans, nous sommes arrivés effectivement aux manettes d'une commune, en tout cas d'une municipalité qui nécessitait un bon nombre de changements, qu'il nous a fallu nous acculturer et notamment faire déjà un diagnostic, et que ça fait partie du diagnostic, et que en plus nous étions en période de Covid, il y a beaucoup d'éléments qui étaient quand même aussi impactants, contraignants et contradictoires. Donc c'est pour ça que nous arrivons avec plutôt un projet mûr au bout de 3 ans. Voilà, c'est ce que je voulais aussi vous dire. Bon, on va pacifier les choses. Voilà. Plus de remarques. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Donc 2. Est-ce que vous avez un pouvoir? Adopté à la majorité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 22, animation de la vie locale, convention de mise à disposition du COSEC de la Noulutel au lycée Édouard Herriot pour l'année 2023-2024. Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le COSEC de la Noulutel est une infrastructure sportive multi-activités dont la ville est propriétaire et gestionnaire. Les différents espaces et équipements de ce site sont mis à disposition des associations locales ainsi que du lycée Édouard Herriot, utilisateur principal et prioritaire. Une convention annuelle définit le cadre de la mise à disposition du COSEC de la Noulutel au lycée Édouard Herriot. Elle précise notamment les espaces mis à disposition, les conditions de leur usage, ainsi que le montant facturé à l'établissement scolaire pour leur utilisation. Depuis le début de l'année 2023, la collectivité doit faire face à une très forte hausse de coûts de l'énergie. Dans ce contexte, le chauffage des équipements sportifs, bien que contrôlé et rationalisé, représente un poste de dépense important. Il est donc proposé d'appliquer au montant facturé une augmentation correspondant à l'évolution prévisionnelle du coût du gaz sur l'année 2023, soit un montant total facturé au lycée de 41 931,36 € pour l'année 2023-2024. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention de mise à disposition du COSEC de la Noulutel au lycée Édouard Herriot, de dire que cette convention portera sur les années scolaires 2023-2024, d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? On va facturer un peu plus parce que ça nous coûte plus. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant et dernier rapport, rapport numéro 23, culture, convention de partenariat avec l'association Culture du Cœur, Champagne-Ardenne, monsieur Stauder. Merci monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine souhaite, par l'intermédiaire de son centre culturel L'Art Déco, renouveler son partenariat avec l'association Culture du Cœur, Champagne-Ardenne, dans le but de faciliter l'accès à la culture des personnes en situation de précarité sociale et ou économique, par la mise à disposition d'invitations et ou la mise en place d'actions de sensibilisation culturelle. Une convention entre la ville de Sainte-Savine et l'association Culture du Cœur Champagne-Ardenne fixe le cadre de ce partenariat pour la saison culturelle 2023-2024, à raison de 5 places gratuites par spectacle. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver ce partenariat
d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention telle que jointe à la présente, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Ben, c'est une bonne action. Enfin, voilà, c'est plutôt appréciable, une bonne action. Ce qu'on peut compléter, on peut compléter en disant qu'effectivement, cette démarche permet d'offrir des places à des personnes qui sont en difficulté financière. Et c'est un très bon programme qui existe et on est heureux de rejoindre ce programme de Culture du Cœur qui est très actif et qui peut intéresser le plus grand nombre qui pourra accéder aussi à des spectacles de qualité. Et c'est ça qui compte, que tout le monde puisse accéder aux spectacles de qualité, l'art déco notamment. Merci. Des remarques sur ce dernier rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Il est 20h44. L'ordre du jour étant épuisé et n'ayant pas reçu de questions, le conseil municipal est clôturé.